Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare. Animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Comment ça va Cyril ? Je suis en pleine forme, prêt pour un nouveau podcast sur un sujet que j'adore en plus. Ah super. Pratiquer la guitare. Ouais. Donc vaste sujet, hein. Ah oui, là on est parti pour une longue discussion. Je pense qu'on a beaucoup de choses. En plus, on est en total freestyle là, donc on va voir un petit peu quel sujet on va aborder en priorité. Qu'est-ce qu'on va cibler ? Mais déjà peut-être. Ça pourrait être sympa de discuter un petit peu de comment nous on a pu pratiquer, puis de voir un petit peu qu'est-ce qu'on considère comme étant des bonnes pratiques peut-être et des mauvaises pratiques. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Moi, ce que je pourrais commencer par dire, tu vois, c'est que le premier truc qui me vient en tête pour la pratique de la guitare, c'est que il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde, et il y a surtout une pratique qui va être différente à la fois selon l'apprenant, parce qu'on n'apprend pas, on n'a pas tous, certains sont visuels, certains ont plutôt un apprentissage auditif, d'autres plus tactile, et aussi selon ton niveau. Bon là, ça peut paraître un peu type j'enfonce des portes ouvertes. Non, et puis ça peut être termes... aussi ça, venant de ta maturité simplement d'humain, si t'es enfant, adolescent, adulte ou même personne, je parle de plus de 50 ans, 60 ans, voire même plus, puisque j'ai déjà eu un élève qui avait plus de 80 ans, donc... Ah oui, tu me bats, moi j'ai pas été au-delà de 76, si je me trompe pas. Ben honnêtement, et puis en plus, le gars, c'est particulier, le gars, l'élève de 80 ans en question... c'était un mec qui était trompettiste et copywriter professionnel à New York, tu vois, donc non, c'est pas copywriter, c'est copyiste, il appelle ça. Donc en fait, c'est les personnes qui reproduisaient les partitions à main levée à l'époque, tu vois. Oui, je vois. Voilà. Et puis il était déjà très très musicien, quoi. Voilà. Donc il y avait un bagage derrière, il y avait des habitudes. C'est différent de quelqu'un qui débute totalement la musique à 80 ans, quoi. Oui, tout à fait, oui. Alors, en tout cas, moi, pour poursuivre un peu sur ce que je disais, c'est pas que en termes de contenu, tu vois. Je mets les contenus à part. C'est même en termes de façon d'envisager la pratique, parce que quelqu'un qui va débuter la guitare, qui est dans sa première semaine de guitare, abstraction faite des contenus qu'il va travailler, il va pas y avoir les mêmes méthodes de pratique que quelqu'un qui a 10 ans de guitare derrière lui ou que quelqu'un qui a 20 ans de guitare. Tu vois, parce que pour moi, l'approche, la façon dont tu vas travailler les choses est vraiment complètement différente. Par exemple, pour les débutants, tu es plutôt dans un travail où tu pars de zéro, donc de toute façon, tu as tout à apprendre, tu connais rien, donc tu as une courbe de progression qui est vachement rapide, en fait. Oui. Et qui est beaucoup aussi, c'est beaucoup l'acquisition des bases techniques, l'acquisition des bases théoriques pour ceux qui ont la motivation de se lancer dans la théorie dès les premières semaines. Alors que quelqu'un qui va déjà être depuis 10 ans, 20 ans sur son instrument, il a déjà un certain bagage, il va avoir une courbe de progression qui est un petit peu plus stabilisée, qui ne va pas être aussi fulgurante qu'un débutant, mais ça va être un détail plus dans la profondeur, plus dans l'appropriation, plus dans le développement de quelque chose de plus personnel, et il n'y aura pas la même façon d'aborder. Tu vois, je prends un exemple tout bête. Un débutant qui va aborder une progression d'accords et quelqu'un qui a 20 ans de guitare qui va prendre la même progression d'accords, ils vont pas envisager la pratiquer de la même façon. Celui qui est débutant, il va déjà juste essayer de mémoriser ses positions et d'arriver à être en rythme. Celui qui est avancé, il va peut-être plus chercher, par exemple, comment il peut la faire sonner de manière unique, quel voicing intéressant il peut trouver dessus, quel type de son sur sa guitare il va pouvoir mettre, tu vois, voilà, quel arrangement il peut mettre l'endurance dans le groove, puisque parce que ton attention, elle peut c'est aussi le fait, je pense que c'est une question d'expérience, hein, dans le fait où quand tu, par exemple, je te donne l'exemple, si tu enregistres en studio, par exemple, ou que tu enregistres un morceau sur Logic ou quoi, ton attention, en fait, si tu te remarques que tu t'enregistres genre 10 minutes d'affilée, puisque moi ça m'est arrivé de le faire, quand tu remarques que ton attention après elle est plus focalisée sur les mêmes choses, etc.,
Tu vois, donc en fait, oui, effectivement, il y a une question aussi d'habitude, d'expérience, etc. Et j'ai envie de te dire, pour en revenir à ce qu'on appellerait, parce que j'aime pas, si tu veux, coller des étiquettes aux gens, tu vois, débutant, intermédiaire, master, maître, professionnel, tu vois. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si ce qui t'arrive quand t'es prof de guitare et que tu reçois par exemple des élèves qui ont déjà un bagage, il y en a certains qui arrivent avec des défauts qu'il est quelquefois difficile de gommer. Et pour revenir sur ce petit point-là, en fait, moi je dirais que des fois j'ai des élèves qui se sont pointés avec ce que une personne scolaire ou ce qu'un professeur à l'ancienne peut-être aurait considéré comme un défaut. Et moi je lui ai dit écoute, parce qu'il me dit ouais mais tu vois ce mouvement là etc, tu vois comment je me sers de ci, de ça, je donnerai un exemple concret tout à l'heure. Peut-être qu'un prof scolaire leur aurait dit laisse tomber, de toute façon c'est foutu, ou ce mouvement là il est pas bon, et moi je lui ai dit non, moi je trouve que ça fait ta singularité et je te conseille de continuer dans cette voie là, parce que au niveau du son, du groove, tout ça lui portait pas réellement préjudice. En fait c'est-à-dire que l'élève se pointait et plaçait son médiator entre les deux doigts, donc index majeur de la main droite, et le gars il faisait du pouce aller-retour comme un gaga sur la guitare. Ah oui, effectivement. Voilà, donc c'est pas commun et ça sonnait bien vis-à-vis de ce qu'il faisait et tout ça. Il me dit ouais mais je suis nul au médiator. Je lui dis que tu travailles ton médiator pour t'améliorer, je suis d'accord. Que tu renies ta technique custom super classe, je lui dis non. Je lui dis tu connais Victor Wooten, tu sais qu'il a inventé un système de pouce aller-retour sur la basse, et du coup j'ai l'impression que je l'ai libéré le mec en lui disant ça. Parce qu'il s'attendait à ce que je lui dise ah non mais c'est pas bon, on fait pas comme ça, machin truc. Et effectivement non. Je lui ai dit par contre si tu veux jouer du sweeping comme un malade à la Malmsteen ou à la Frank Gambale ou de l'aller-retour à la Aldi Meola, je te conseille de prendre un médiator, c'est sûr. Et tu peux construire ta technique en parallèle sans pour autant renier ce qui te fait toi. Imagine s'il y a un prof de guitare qui était arrivé à Django Reinhardt et qui lui avait dit ta main de gauche c'est pas bon parce que tu joues qu'avec deux doigts, et ta main droite c'est pas bon parce qu'en fait à chaque fois que tu attaques une corde tu l'attaques vers le bas quand tu changes de corde. Voilà, imagine si un prof de guitare scolaire avait dit à Marty Friedman mais t'as vu ta main droite comme elle est moche, mais tu vas me changer ça immédiatement. S'il y a un mec à Hendrix lui avait dit tu joues avec ton pouce de la main gauche, mais surtout pas, tu vois. Donc encore une fois, je pense que je parle au niveau je parle au niveau de la pédagogie quand tu as des élèves et que tu les fais pratiquer. Je pense que, comme tu disais, et moi je pense exactement la même chose que toi, c'est-à-dire que tu t'adaptes à l'élève. Il n'y a pas de règle absolue. Ce qu'on disait avec Romain la dernière fois, il n'y a pas de règles absolues. Il y a des trucs qui vont marcher pour certains, comme tu l'as dit très justement. Il y a des gens qui sont visuels, d'autres qui sont auditifs, d'autres qui sont dans le tactile, tout ça. Comme il y a des élèves qui ont besoin d'être recadrés d'un point de vue j'ai été trop gentil, tu fous rien, ou des élèves qui ont besoin d'être hyper encouragés, d'être hyper rassurés. C'est quelque part, voilà, moi je pense que la pratique s'adapte à tous et s'adapte à tous, et qu'encore une fois, le professeur lui-même ne doit pas se prendre, parce que j'ai déjà eu des échanges avec des personnes. Voilà quoi, j'ai déjà eu, je me dis être professeur, c'est pas détenir une règle absolue, et encore une fois c'est pas une finalité. Non, clairement pas. Voilà. T'as plein de pédagogies différentes, et c'est vrai que le rôle du prof c'est d'arriver à trouver à sentir comment l'élève a le plus de facilité à s'approprier les choses et de l'emmener sur cette voie-là. Parce que c'est clair que si tu proposes quelque chose de figé, genre tu sais qu'à la première leçon, tu fais travailler tel morceau, tel exercice, à la deuxième leçon, c'est ça, et que tu fais ça sur les 400 élèves que tu vas avoir, je vais le dire, mais pour moi c'est de la merde. Ah oui, c'est le genre de truc où t'es complètement figé. Bon, je pense pas qu'il y ait non plus beaucoup de profs qui font ça. La plupart des profs sont quand même flexibles, mais c'est vrai que la pratique, ça doit forcément être flexible. Ça doit forcément s'adapter à tout un tas de paramètres.
Et du coup, c'est assez intéressant les exemples que tu as donnés. Tu vois, moi, j'ai eu le cas aussi avec des élèves où tu as des élèves qui ont besoin d'être extrêmement cadrés. C'est-à-dire que si tu leur donnes pas, genre, un bouquin, justement, comme je disais avant, avec, genre, cette semaine, c'est l'exercice numéro temps, page temps, après, c'est l'exercice numéro temps, page temps, en fait, ils ont l'impression un peu de pas être dans un vrai cours, tu vois. Ils ont besoin de retrouver une sorte de cadre scolaire. Et t'en as d'autres, par contre, ça passe complètement par un côté créatif, tu vois. Faut les faire improviser, faut les faire composer directement. Et eux, ça les intéresse pas de faire des exercices barbares, techniques, sans musicalité, tu vois. Et là, eux, faut plutôt leur amener à leur faire passer la technique au travers de la musique. Genre, tu leur fais, je sais pas, bosser un plan, enfin, tu leur fais bosser un morceau, je sais pas, un truc de Dream Theater, par exemple, pour un élève qui est déjà assez avancé. Et au lieu de lui faire bosser des exercices séparés, tu prends des extraits de ce morceau et tu les utilises comme exercice. Oui. Et du coup, ils ont déjà un contexte musical et du coup, l'élève, il prend pas ça comme l'exercice chiant à faire à la maison, mais il voit déjà qu'il est en train de bosser le morceau. Donc, il y a des élèves, eux, leur pratique, ça va être forcément toujours ancré dans un côté musical. Et par contre, je sais qu'il y a aussi des guitaristes qui adorent pratiquer la technique. Alors, moi, je le dis parce que j'en fais partie. Faire des exotechniques, ça m'éclate. Mais moi, j'aime bien ça. Mais j'aime bien aussi faire des choses musicales, tu vois. Mais j'aime bien les deux mondes. Après, et tu peux avoir. Ça me pose pas du tout de souci de faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure d'exercice purement digital. Moi, je m'en fiche. Tout à fait. Après, moi, je te dirais que tu peux. Encore une fois, on va en revenir à ce qu'on disait un peu avant, c'est qu'il y a d'autres. Des fois, enfin, moi, j'ai été dans ce cas-là, puisque ça fait très longtemps. Enfin, bon, j'ai des cours sur Skype, mais en présentiel, comme je l'ai pratiqué dans des magasins de musique, tout ça. Des fois, l'élève veut jouer le morceau et tu es obligé de lui créer un exercice pour qu'il travaille tel ou tel mouvement. Ouais. Voilà, tu peux avoir encore une fois, je tiens à le dire, pour les auditeurs. Après, encore une fois, c'est que nos points de vue à nous. Hein, bien sûr. Et voilà, après, ça engage personne, tout ça, mais je pense que voilà, quel que soit l'élève, même s'il y a quand même des on va dire un tronc commun, je pense, de choses comme par exemple quelquefois les chromatismes, enfin ce que moi j'appelais le crabe pour les enfants, tu sais, de faire 1, 2, 3, 4 sur chaque case en laissant les doigts collés. Ben maintenant, je te dirais que quand je le travaille, par exemple, je décolle les doigts ou je fais des hammers mais inversés, c'est-à-dire voilà, par exemple des pulling off inversés en fait, des hammers inversés, c'est-à-dire c'est au lieu de remplacer le pulling off, c'est-à-dire de faire du legato de l'aigu vers le grave. En gros, du pure main gauche, quoi. Voilà, du pure main gauche, mais avec des attaques quand même stratégiques et le travail de la nuance pour que, en fait, le coup attaqué, si il en a besoin, il soit plus faible que le coup frappé avec la main gauche. Est-ce que tu me suis quand je dis ça ? Ouais. Voilà, donc en fait, voilà, donc en fait, il y a des trucs, il se passe des trucs, et puis j'ai compris aussi que tu pouvais travailler le ton touché avec ça, avec ce genre d'exercice. Donc après, il n'y a pas de règle absolue, et puis il y a des trucs qui vont marcher pour un débutant qui, comme tu le disais, fait de la musique depuis une semaine ou prendre ses cours depuis une semaine. Et puis il y a des trucs qui vont marcher quand ça fait, bon moi là ça fait 33 ans en gros que je fais de la guitare. Je crois que ça fera 33 ans en décembre que je fais de la guitare. Donc après, et je tiens à le dire, j'ai fait pas mal d'erreurs que j'ai mis du temps à corriger. J'ai fait pas mal de trucs, voilà, comme on disait dans l'interview, enfin c'était pas une interview, la discussion avec Romain Morlot. Il y a des trucs que j'ai mis des années à gommer en me filmant, en mettant un miroir quand je pratiquais. Voilà, donc et il y a des trucs aujourd'hui que tu vois, bon par exemple, moi c'est vrai que je travaille beaucoup sur le legato ou sur un demi-legato, on va dire. Et par exemple, depuis cette année, en fait, je travaille sur le hammer à l'inverse parce qu'en fait, mes oreilles aujourd'hui, elles ont plus envie d'entendre le pulling off, en fait. Ouais. Tout connement. Ouais, après, c'est des évolutions du style qui amènent justement à repratiquer différemment. C'est ça qui est intéressant. C'est en fait notre pratique, elle évolue vraiment constamment en fonction de nos besoins musicaux. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que moi, je vois beaucoup ce que je considère personnellement comme étant une erreur, même si on peut y trouver des avantages, c'est parfois de pratiquer des choses qui ne servent à rien. Et il y a beaucoup de guitaristes qui, parfois, vont vouloir apprendre une technique.
Bon, je sais pas, je te dis au hasard, ils vont vouloir absolument faire du tapping. Sauf que les mecs, au final, le style musical qu'ils veulent jouer, c'est genre du rock basique et puis du blues rock ou des trucs comme ça. Et en fait, je prends exprès quelque chose d'un peu exagéré. Hein. Oui, bien sûr. Et du coup, ils vont passer des heures à à pratiquer la guitare sur des techniques qu'ils vont peut-être utiliser une fois dans leur vie. Et au lieu de travailler, tu vois, le mec qui va vouloir faire à fond du blues, faut qu'il travaille les bends en priorité, faut qu'il travaille la dynamique du son, faut qu'il travaille les nuances, faut qu'il travaille le phrasé, tout ce genre de trucs. Alors qu'un guitariste qui veut faire du métal, il va pas forcément avoir besoin dans l'immédiat des mêmes choses, tu vois. Oui, tout à fait. Et c'est ça aussi, c'est que finalement, les contenus en guitare, on partage tous les mêmes contenus, tout le monde a à peu près les mêmes contenus potentiellement à apprendre. C'est juste que selon le style que tu veux jouer, selon tes objectifs, tu vas juste pas les travailler dans les mêmes moments, ni à la même fréquence, à la même quantité. Donc, tu vois, le guitariste qui va jouer genre juste de la musique ambiante, bah, il va peut-être moins passer de temps à travailler ses bends que le guitariste qui fait du blues. Donc ça, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette pratique, il faut l'apprendre sur différents aspects. Moi, je pars toujours des besoins. À mon avis, pour avoir une pratique efficace, donc pour les débutants qui nous écouteraient, il faut que vous partiez vraiment de vos besoins. C'est-à-dire, pourquoi vous apprenez la guitare ? Vous voulez jouer quoi sur cet instrument ? De quelle guitare vous jouez ? Parce que si on parle de guitare classique, de guitare folk, de guitare flamenco, de guitare électrique, on parle pas aussi de la même façon de travailler. Tu vois, sur une guitare classique, le jeu médiator, c'est inexistant. On peut le faire, mais en tout cas, c'est pas ancré dans les habitudes traditionnelles de l'instrument. Oui, tout à fait. Donc en fait, il y a pas forcément les mêmes choses à pratiquer non plus. Après, donc, moi, je partirais vraiment toujours de ça, tu vois, de travailler sur ses besoins profonds et axer sa pratique en priorité là-dessus, ce qui n'empêche pas d'étendre, parce que le mec qui aura travaillé le tapping, même s'il s'en sert pas, ça lui aura quand même appris des choses, malgré tout, qu'il pourra peut-être utiliser malgré tout, peut-être dans 20 ans, tu vois. Alors, je vais donner l'exemple. Moi, je fais très peu de tapping pour les gens qui me suivent un petit peu depuis quelques temps maintenant. Parce que bon, j'ai la chance de pouvoir écarter mes doigts facilement. Voilà. Le truc, c'est Quel est ton secret ? Dis-nous tout. En vérité, y en a pas réellement. J'imagine que quand j'étais petit, j'ai dû me forcer à jouer des trucs qui demandaient des extensions et qu'au final, grâce à ça, parce que j'étais jeune, mes doigts se sont écartés. Parce que quand tu vois ma main droite, si je la mets là, par exemple au piano, j'ai du mal à faire la 10e, la main droite, alors que je peux faire, je crois que je peux aller jusqu'à la 11e augmentée selon le départ de note avec ma main gauche, quoi. Donc en fait, voilà. Et en fait, si tu veux, voilà, donc la main est vachement plus souple, ce qui est logique, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Mais le tapping, par exemple, il y a des cas où tu es obligé par exemple, en ce moment, j'écoute beaucoup Ravel. J'ai pas envie je vais vous dire ce que je pratique en ce moment. J'écoute beaucoup Ravel. Donc des pièces qui sont adaptées pour piano solo, d'accord, des pièces qui sont, par exemple, à l'origine peut-être même pour orchestre et qui sont adaptées pour piano solo. Et t'es obligé de faire du tapping. Bon, c'est pas du tapping, on va dire comme à la Van Halen ou à la Steve Vai, mais t'es obligé du tapping en main. Ouais, voilà, c'est ça. Du tapping façon Midnight de Satriani, par exemple. Voilà. T'es obligé. Bon, il y a des licks qui me plaisent. Voilà, comme par exemple dans la fantaisie impromptue de l'adaptation de Rontal. Donc de Chopin. Voilà, de Chopin. Voilà. Allez voir sur YouTube, tapez Fantaisie impromptue Rontal. Il me semble que dessus, il utilise même le dé à coudre, non, sur le petit doigt. C'est ça. Ou c'est dans Guitar Sucks, je sais plus. Dans Guitar Sucks, il l'utilise et je crois qu'il l'utilise. Sûr, ouais. Alors dans l'exposition du thème de la fantaisie impromptue, il n'utilise pas le dé à coudre pour obtenir. Pour ceux qui seraient intrigués par ça, le dé à coudre, c'est-à-dire qu'en fait, il va mettre un dé à coudre sur le petit doigt de sa main droite. D'accord. Et en fait, il va taper entre la fin du manche et le chevalet pour obtenir les notes, puisque virtuellement, le manche continue jusqu'au chevalet. Voilà. Exactement. Et donc, en fait, il va obtenir les notes très aiguës où il n'y a pas de case, c'est-à-dire au-dessus des micros, etc. Un peu le même principe que lorsque vous faites une harmonique artificielle à 24 cases plus loin de la case que vous jouez avec votre main gauche. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet, mais donc oui, voilà, il y a des trucs qui demandent le tapping
tapping, par exemple, comme on disait, il y a des trucs qui demandent une adaptation. Mais je suis pas contre le tapping, attention, hein, c'est simplement que... c'est que toi, tu n'en as pas besoin dans ce que tu fais au C'est quotidien. même pas ça, c'est que par exemple, moi qui me suis beaucoup enregistré, qui ai fait beaucoup d'enregistrements sur Logic, notamment ces dernières années et tout, il s'avère que quand je joue ce que je pourrais jouer en tapping à une seule main, à mes oreilles, ça sonne... je préfère comme ça. C'est pas que oui, à mes oreilles. Donc ça veut pas dire que ça sonne mieux dans l'absolu. Ça veut dire simplement que je préfère, quoi. Voilà, je préfère. Et en plus, parce que je faisais beaucoup de tapping étant jeune, parce que j'étais très 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 fan de Steve Vai. Et mais non, c'est vrai que dans le jazz et tout, tu fais pas de tapping parce que bon, il y a un intégrisme, j'ai envie de te dire, dans le jazz, que quand t'es étudiant, si tu sors un plan de tapping, en général, ton prof, il te scalpe direct. Ceci dit, c'est une erreur, hein, selon moi. Ceci dit, enfin, voilà, on en vient à des trucs dont on pourrait parler. En même temps, je conçois qu'il y ait des professeurs qui gardent une certaine tradition telle qu'elle, d'accord. Et en même temps, j'aime bien aussi les gens qui ont une ouverture d'esprit, qui me diraient, vas-y, fais ça, quoi. Voilà. Ouais, et tu vois, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des ayatollahs de la musique dans ma vie, notamment en jazz. Donc un prof que j'ai eu qui a été, qui est pour moi le meilleur prof de guitare du monde, et qui lui était quand même très axé. Ça m'embête de dire ayatollah parce que ça a peut-être un côté péjoratif, mais dans ma bouche ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il était très focalisé sur ça. Non, cette musique-là se joue comme ça, avec tel langage, de telle façon, et chaque période a tel type d'accompagnement, tel type de façon de jouer, tel type de ci, tel type de là, quoi. Voilà. Et à l'inverse, voilà, moi j'aimerais que des gens arrivent et te disent oui, mais vas-y. Alors pour moi, ça a été bien parce que j'ai appris le langage de cette musique, et après au final, parce que là ça fait quelques années, je pense que depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai arrêté le jazz, en fait, réellement, le jazz pur. Et du coup, j'ai métissé ce que j'ai appris pendant des années avec ce que je connaissais d'acquis d'avant, d'adolescent, de ma période de rock, de tout ça. J'ai tout mixé, en fait. Voilà. Et j'ai rencontré aussi un ayatollah de la musique de Bach. Voilà. Tu vois, pour te dire, tu vois, il disait qu'Haydn, c'était du Bach de seconde zone. Donc, tu vois, pour te dire à quel point il était ayatollah du truc. Et en fait, et je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui conservent une tradition de ce type-là. Voilà, aussi, tu vois, pour avoir, on va dire, oui, la tradition, quoi, tu vois. Ouais, après, ça dépend des structures aussi où tu apprends, tu vois, c'est ça, ça dépend beaucoup de l'instrument. Donc, moi, je vois, pour travailler dans un conservatoire, il y a ce côté, ça porte bien son nom, justement, beaucoup plus traditionnel. Et au niveau de l'apprentissage, par exemple, de la guitare classique, si on devait comparer avec celui de la guitare électrique, où c'est le chaos total au niveau pédagogie, où chacun fait un peu ce qu'il veut, et en guitare classique, où c'est très structuré, tu sais que en première année, tu dois faire travailler tel type de choses à tes élèves, tel type de répertoire, et tu as comme ça pour 12 années, tu as ça jusqu'au DEM, jusqu'au prix. Et du coup, pour tous les cycles, pour les 3 cycles, et du coup, tu sais, voilà, en fin de cycle, quand l'élève passe son examen, il est censé avoir acquis telle technique, et du coup, les jurys peuvent juger de manière plus ou moins équitable, comme ça, les élèves, puisqu'il y a des troncs communs à respecter. Donc là, tu vois, c'est quelque chose de plus structuré. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que même dans ce milieu-là, tu as des gens qui sont aussi très ouverts. Moi, j'avais pris des cours de guitare avec Jean-Jacques Fimbel, qui est le professeur de guitare du Conservatoire de Mulhouse, qui est un excellent guitariste, un excellent musicien, qui est un spécialiste des musiques anciennes. Il joue aussi du théorbe, de la guitare baroque. Enfin, c'est vraiment un grand érudit de ces musiques-là. Et moi, un des meilleurs conseils que j'ai retenu des cours que j'ai pris avec lui, c'est que je bossais une pièce de Villa-Lobos. C'était le prélude numéro... J'ai oublié. Je ne sais même plus si c'était le prélude 2 ou... Enfin bref, peu importe. Et il m'avait dit,
on était en train d'étudier la pièce, réfléchir au doigté, et donc il m'a dit ne pense pas comme un guitariste, mais pense comme un musicien. C'est-à-dire la plupart des guitaristes jouaient le passage d'une manière, et lui il m'a montré une façon que j'avais jamais vu encore personne jouer ce passage de cette façon-là, en faisant, si tu veux, en fait c'était une mélodie assez typique avec une note pédale qui reste en permanence, donc le truc typiquement qui sonne un peu baroquisant, et du coup tout le monde le jouait généralement sur une corde, et lui m'a montré si on le faisait plutôt en le prenant sur 2 cordes, en maintenant la note pédale sur une corde et en faisant les autres sur les cordes du dessous, ce qui permettait d'avoir des belles résonances et des belles dissonances entre la note pédale et les autres notes de la mélodie qui étaient jouées. Tu parles d'un truc, par exemple, on va dire avec une note qui revient, comme on va dire Thunderstruck. C'est des double croches, si tu veux. Oui, exactement. C'est exactement ce principe-là. Donc c'était en double croche avec une alternance entre cette note pédale et une mélodie. Et du coup, le rendu était magnifique, tu vois. Ouais. Et du coup, voilà, lui, il m'a dit, oublie de penser comme un guitariste, tu penses comme un musicien et tu te dis, si à ton goût ça sonne mieux, tu le fais comme ça. Même si tous les autres guitaristes du monde le jouent autrement, tu t'en fous, tu fais comme toi, tu juges. Oui, mais alors là, il y avait quand même, bon, c'est ça pour moi, enfin voilà, moi je suis désolé, c'est à ça quand même qu'on voit. Voilà, comme tu dis, le mec était très bon musicien, voilà. Et puis en même temps, s'il avait fait ça, voilà, et si le mec avait fait ça, peut-être lui à l'époque où il était étudiant, il se serait peut-être fait rointer la tête. Voilà, exactement. Par ses maîtres. Je me demande ce qui se passerait si justement cette pièce-là, tu la jouais dans un jury. Qu'est-ce que diraient les personnes ? Après, il y en a qui sont pas bêtes. Hein, ils vont justement trouver un intérêt à ce choix. Mais c'est vrai qu'en classique, ils sont rarement tolérants sur le fait de trafiquer un peu la partition, même si en réalité tu la trafiques pas parce que ça reste les mêmes notes. C'est juste qu'on ajoute cette couleur de résonance entre les notes qui n'est pas forcément écrite sur la partition, mais à l'oreille ça sonne bien. Alors pourquoi s'en empêcher ? Bon, après après ça veut, et puis encore une fois, les prix de musique et tout, on va pas épiloguer sur le truc, mais quand tu prends les prix et tout, moi ça m'est arrivé de voir des gens qui ont gagné des prix prestigieux ou qui ont été sélectionnés pour telle ou telle chose, enfin bon bref, ou qui ont fait telle ou telle école. Clairement, quand je les écoutais jouer, je me faisais chier, quoi. Donc, tu vois, ça veut rien dire. Et encore une fois, il y a ce problème de, comment dirais-je, il y a un peu ce problème de ouais, j'ai fait ça, je suis diplômé de ci, de ça, et puis en fait, t'as beau être diplômé de la meilleure école du monde avec le premier prix à l'unanimité, machin, si quand tu enfin bon, bref, si quand tu joues, tu fais chier tout le monde. Voilà, enfin, qu'il se passe rien de nouveau, parce que pareil, encore une fois, bon, je veux bien conserver tu vois, Brad Mehldau, je prends souvent cet exemple-là. Brad Mehldau, c'est un mec qui pour moi a fusionné tous les styles de musique. Donc c'est un pianiste, pour ceux qui ne savent pas, donc je suis très très fan de ce gars-là. Clairement, il a réussi à mettre du Schubert, du Ravel dans des pièces de jazz, ou de prendre des morceaux de Radiohead et de les jouer façon Beethoven. Tu vois, bon, ben pour moi, ça c'est intéressant, si tu veux, voilà. Et après, jouer une énième interprétation de tel ou tel truc. Ouais, ok, bon, super, bon. Ouais, je te rejoins totalement. T'as des morceaux, ils ont tellement été joués que à quoi ça va te servir de refaire l'énième interprétation en plus. Enfin, je prends l'exemple de Glenn Gould, que par exemple, lui sur ses enregistrements de Bach, tu l'entends chanter. Oui. Par-dessus, des fois, ils rajoutent des mélodies ou des trucs comme ça. Alors, t'en as qui font des levées de bouclier, là, c'est intolérable de faire ça. En même temps, t'as envie de leur dire, si ça te plaît pas, tu vas écouter un autre interprète de Bach qui joue ça exactement, et t'arrêtes de faire chier ceux qui apprécient la façon de Glenn Gould. Et voilà, quoi. Chacun écoute ce qui lui plaît. Puis pour ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent, heureusement qu'il y a eu Glenn Gould au XXe siècle pour populariser Bach. Sinon, en fait, Bach, il serait pas plus connu qu'un autre. Voilà, il a été. Glenn Gould a popularisé énormément Bach et bien d'autres d'ailleurs. Il y a un autre truc sur lequel je voulais rebondir. Que tu disais, bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Vous voyez, donc je tiens à dire aux auditeurs que voilà, nous sommes en mode, voilà, c'est vraiment brut de décoffrage, quoi. Et je trouve que c'est ce qui fait le charme du truc. On est lâché.
sans filet. Donc, en ce moment, qu'est-ce que tu travailles donc? Dis-nous un peu comment. Alors, moi, j'ai un peu réorienté ma pratique. Pendant pas mal de temps, moi, j'étais un peu l'inverse de toi, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de tapping. J'ai fait énormément de compos en tapping à deux mains, parce que c'est une technique que j'adorais. Et ça doit faire peut-être une année maintenant que j'en fais finalement quasiment plus, tu vois, à part que je vais m'y remettre quand je vais réenregistrer toutes mes compos. Et maintenant, je suis beaucoup plus dans l'hybrid picking et beaucoup plus comme toi, dans les écartements. Je suis en train de redécouvrir, tu vois, tout l'intérêt qu'il peut y avoir à faire des grands écarts digitaux au niveau phrasé. Parce que tu vois, je prends un exemple tout bête, mais entre faire une tierce que tu vas jouer sur deux cordes et faire, par exemple, une tierce majeure et faire la même tierce où tu vas faire un écart sur une seule corde, tu vas avoir un phrasé complètement différent. Et du coup, moi, je m'intéresse de plus en plus à ce mélange entre les grands écarts et l'hybrid picking. Donc, en fait, j'essaye ces temps-ci, beaucoup travailler le phrasé, beaucoup travailler la combinaison. Qu'est-ce que je peux obtenir en mélangeant mon médiator et mes doigts comme phrase que j'entends pas forcément chez d'autres guitaristes et même dans mon jeu habituel. J'essaie de trouver une voix que j'entends. Alors, je suis pas prétentieux au point de me dire je cherche à révolutionner quoi que ce soit. C'est juste que j'essaie de trouver des nouvelles choses. Moi, j'ai toujours été intéressé par le fait de faire sonner la guitare différemment, tu vois, de ce qu'elle est. J'aime bien me rendre la tâche compliquée. Tu vois, je me dis, je joue de la guitare et j'ai envie que ça sonne comme tout sauf une guitare. Mais je trouve que c'est justement ce qui permet d'arriver à trouver des sonorités sympas, oui. D'arriver à trouver des phrasés que tu n'as pas l'habitude de faire et à te mettre hors de ta zone de confort. Parce que je pourrais continuer à jouer à l'infini des choses que je maîtrise déjà, mais ça me ferait jamais progresser. Donc, j'essaie toujours alors c'est pas agréable, mais j'essaie toujours de me mettre en difficulté dans des choses que je maîtrise pas, dans des choses où j'ai moins l'habitude. Donc voilà, moi, c'est beaucoup ça en ce moment. Et donc, généralement, mon procédé, c'est assez simple. Je mets des backing tracks. Ou alors j'utilise des drones. Alors pour ceux qui savent pas, les drones c'est juste une note tenue. Par exemple, vous avez un mi qui est joué pendant 20 minutes et puis vous improvisez par-dessus, ce qui permet de travailler toutes les gammes. Ou alors des backing tracks dans une tonalité. Et j'essaye de juste chercher des phrasés. J'essaye pas d'improviser un solo, d'improviser des choses comme ça. Je vais chercher un phrasé. Et par exemple, une fois que je m'arrête sur une phrase, alors souvent, il y a des fois ça donne de la merde, et des fois je trouve des phrasés intéressants. Et dès que je trouve un truc qui m'intéresse, je m'arrête, je l'analyse et je me dis pourquoi ça me plaît. Et après, je le prends et je vais le jouer 20 fois, 30 fois, 40 fois. Je vais passer 1 heure dessus et je vais chercher toutes les façons que je peux avoir de le faire sonner différemment et de le démultiplier, si tu veux, d'en faire des variations. Oui. Dire ça, je l'ai trouvé, ça me plaît bien. J'ai envie de le rendre naturel et de l'incorporer dans mon jeu pour que je puisse le sortir naturellement. Parce que quand on trouve des nouvelles idées, c'est difficile de les faire ensuite jaillir spontanément quand tu improvises. Tu as une phase où il faut l'intérioriser à ton jeu pour que ça devienne un procédé naturel. Donc moi, la façon que j'ai trouvé de faire ça, c'est de le varier tout simplement, de le répéter de toutes les façons possibles, de le jouer sur différentes cordes, sur différents registres, de le faire dans différentes tonalités, de le faire avec différents doigtés, tu vois. Donc voilà, c'est principalement ça, moi, du travail un peu digital comme ça et de recherche de phrasés. Donc il y a du boulot. Ouais. Là, moi, moi, j'ai pas du tout la même façon comment dirais-je, de pratiquer. Je pratique, de toute façon, on est vachement différents niveau style. C'est d'ailleurs pour ça qu'on on a fait le podcast ensemble. Moi, je vais être déjà dans. Alors, moi, il y a plusieurs pratiques à mon sens. Dans ma pratique dirigée, je parle. Je vais choisir vraiment un mouvement, une tonalité, un type d'accord, un mode. Une technique, voilà, ça peut être. Je vais vraiment choisir et épurer au maximum le focus pour en fait me focaliser vraiment sur. Je te donne l'exemple, par exemple, il m'est arrivé là de travailler régulièrement mon petit doigt et des façons en fait de le muscler, puisqu'en fait, comme on en parlait tout à l'heure, mais j'écarte beaucoup les doigts, tout ça, et mon petit doigt qui est vachement souple, effectivement, qui est long. Manque
vraiment beaucoup de force. Donc, par exemple, je vais faire une pratique dirigée sur la force du petit doigt en travaillant très lentement, la façon dont il va attaquer la corde, la façon dont je vais m'en servir quand je vais glisser, puisque j'ai remarqué que dans mon jeu, je glissais énormément avec le petit doigt. Voilà, je vais faire une pratique dirigée qui est vraiment, vraiment sur un aspect, le maximum, épurer maximum les aspects, et en fait garder vraiment un aspect et me focaliser dessus pendant de 20 à, on va dire, à 2 heures, 20 minutes à 2 heures, que sur un mouvement, un truc, voilà. Et après, tu fais une approche vraiment laser, en fait. Ouais, et j'essaye de me dire, bon, parce qu'en fait, encore une fois, tu l'as dit, ça s'entretient, l'acquis demande du temps. Hein. Voilà, donc soit je me fais des séances comme ça, ce que j'appelle la pratique dirigée, voilà, et soit je vais travailler en fait sur le phrasé. Est-ce que je peux avoir ton J'arrive. Excuse-moi, Cyril, voilà, je couperai. Ouais. 34 minutes, voilà. Voilà, sinon je vais travailler sur mon phrasé, ou une phrase très 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 simple, voilà, très simple, par exemple 3-4 notes et du rythme, et je vais m'entraîner à les jouer comme si c'était des œuvres classiques, comme si je me mettais dans la peau d'une personne qui interprète une œuvre de guitare classique, en me disant, voilà, ces 3 notes là, ben, quand je les joue, il faut qu'elles sonnent comme un gars qui fait de la guitare depuis 500 ans, quoi. Voilà. Oui, voilà. Je vois. Et voilà. Et sinon, après, pour le phrasé, alors il y a beaucoup de gens qui me demandent par rapport au vocabulaire et tout, un peu dans différents styles. Je relève. Voilà, je relève des phrases. Notamment, là, en ce moment, tu vois, j'étais vachement sur le sax ténor. Donc, j'étais en train de relever cette semaine du Michael Brecker et du Ed Caillé. Donc, Ed Caillé, c'est un saxophoniste ténor qui est pas très connu, comparé à Michael Brecker, par exemple. Et je prends des bribes de phrases. Je relève la grille, déjà. Je prends des bribes de phrases qui me plaisent. J'analyse, je les écris pour analyser tout, c'est-à-dire où est-ce qu'elle part, où est-ce qu'elle finit, le rythme. Le contexte, quoi. Voilà, le contexte. Et après, je prends la phrase et je la démultiplie en des centaines de phrases. C'est-à-dire, je garde le même rythme, je change les notes, je change le mode, je change le doigté, je change la tonalité. Je fais la même phrase décalée dans le temps, je fais la même phrase décalée dans le temps ou avec des nuances différentes. Voilà. On va dire que je pratique comme ça maintenant. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Et là, je vais donner un petit travail aux auditeurs. Vous prenez un cahier, vous écrivez 500 fois tout ce que vient de dire Sébastien, parce que c'est vraiment fondamental. Sa façon de travailler là, notamment si vous faites des relevés, elle est vraiment essentielle. Parce que si on se contente de faire un relevé, alors déjà en soi c'est un travail intéressant parce qu'on éduque l'oreille en faisant des relevés. On se base pas sur une partition et on joue. Là, il faut vraiment arriver à reconnaître les intervalles, arriver à retrouver où c'est joué. C'est aussi un travail d'arrangement. Si on retranscrit du sax, du piano, il faut le retranscrire de manière idiomatique, c'est-à-dire assez naturelle pour un guitariste. Et puis trouver un doigté. Voilà, exactement. Voilà, un doigté qui convient et puis qui sonne, parce que bon, après avoir beaucoup relevé, j'ai énormément, d'ailleurs c'était mon prof me faisait travailler beaucoup sur ce genre de choses. Le fait il faut savoir un truc, c'est que des fois tu relèves des autres instruments, notamment je trouve que peut-être l'instrument qui se prête le plus à la guitare, c'est la trompette. Au niveau des hauteurs, au niveau des hauteurs de son, par exemple, tu relèves un peu de Miles Davis, tout ça. Pour ceux qui se mettent au jazz et tout, c'est vraiment le truc qui s'adapte parfaitement à la guitare. Le sax ténor aussi, l'alto, il faut trouver la bonne tessiture vis-à-vis du sax alto. Et encore une fois, voilà, tu peux trouver un doigté et le doigté sonne pas. Auquel cas, tu es obligé des fois de changer. Soit tu mets une ghost note, soit tu changes des notes. Ou voilà. Après, il faut adapter le truc. Hein. Voilà, comme tu dis, c'est du travail d'arrangement. Voilà, on est en plein dedans parce que c'est justement cette idée d'appropriation qui pour moi est vraiment importante, parce que quand on fait un travail de relevé, si on cherche pas derrière à faire un travail d'intériorisation des choses et d'appropriation, en fait on fait la moitié du travail. Exactement. Parce que voire moins. Ouais, parce qu'en fait, une fois que t'as repiqué le plan d'un de tes, je sais pas, un violoniste que t'aimes bien, un saxophoniste que t'aimes bien, etc.,
tu l'as transcrit, donc c'est bien, tu as fait un travail d'audition qui est intéressant. Tu l'as joué, c'est bien aussi, tu as fait un travail technique, tu as fait un travail qui t'apporte aussi des choses. Et si après tu passes au suivant... et que tu peux pas t'en resservir, voilà, tu as fait un travail qui t'a servi à court terme, mais à long terme, t'as pas bénéficié de tout ce que tu aurais pu faire. Que si tu fais justement, tu prends ce plan, tu dis, OK, alors lui, comment il l'a utilisé? Et après, comment moi, je pourrais l'utiliser? Si je le mettais dans telle tonalité, si par exemple, lui, il l'a fait dans une tonalité mineure, qu'est-ce que ça ferait si moi, je l'adaptais en majeur? Et qu'est-ce que ça ferait si, là, je l'utilisais en renversant les intervalles? Qu'est-ce que ça ferait si, là, je changeais le rythme, que j'ajoutais des notes, etc. Ben là, en fait, tu es en train petit à petit de rendre ce phrasé naturel pour toi. Et en fait, c'est ça qui va faire la différence, genre entre le mec qui joue du Malmsteen, par exemple, note à note à l'identique et qui du coup sonne comme un clone et que tu te dis bah pourquoi j'irais l'écouter lui, je vais écouter Malmsteen directement, ça n'a aucun intérêt. Et celui qui a bossé du Malmsteen comme ça pendant 10 ans et qui s'est réapproprié son style et qui fait une musique différente, mais où tu sens que tu as des influences par-ci par-là, mais tu sens que c'est aussi différent. Lui, il a fait un travail d'appropriation et d'intériorisation. C'est pour ça que c'est vraiment incontournable à faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. D'ailleurs, sur tous les points que tu viens d'énumérer, à savoir que deux choses. Lorsque tu relèves des phrases ou des solos, comme tu l'as dit, déjà, au lieu de les lire, déjà tu t'en souviens beaucoup plus. Déjà, quand tu travailles une partition par cœur. Et deuxièmement, le fait de chercher le bon doigté, il faut savoir un truc, c'est que quand tu cherches le doigté, mais même là on parle d'un certain niveau, ou du transcription d'autres instruments, mais lorsque tu travailles un truc guitaristique, que tu le fais d'oreille, si le doigté, si par exemple, excuse-moi, si jamais tu relèves du blues d'oreille et que tu n'arrives pas à le mettre en relation avec la penta, et ça veut dire que ton doigté est pas bon, et ça voudra dire que tu n'analyses pas en fait ce que la personne joue, et donc tu pourras pas t'en resservir. Et donc en fait ce que tu fais, alors soit si tu fais ça sur un long terme, tu vas te créer toi-même finalement un système de phrasing un petit peu. Au final tu retomberas sur tes pattes en te disant au bout de quelques temps ah oui mais bien sûr c'est la penta, mais en fait jouer d'une autre façon. Ou soit de suite tu dis ah bah oui voilà c'est ça, c'est d'ailleurs moi vraiment dans les formations etc, puisque on propose tous les deux des formations, dans les formations je les bassine à dire le plan vous le prenez, vous le faites avec plein de doigtés différents à plusieurs endroits du manche, sur toutes les cordes, voilà. Ça, c'est fondamental. Et effectivement, ça permet de discuter d'un aspect aussi de la pratique qui est toujours négligé. C'est justement les doigtés. Alors, je dirais même que celui qui est le plus négligé, c'est celui des doigtés de main droite. Et c'est même le cas des profs. Là, j'englobe à la fois les profs et les guitaristes qui étudient. Alors, c'est pas vrai en guitare classique, parce que en guitare classique, quand on aborde une partition, on a tout ce travail où on va noter nos doigtés de main gauche, nos doigtés de main droite, et on va apprendre la pièce généralement après avoir fait ce travail-là. Parce que si tu commences à apprendre la pièce avec un doigté, puis qu'en fait tu changes ton doigté constamment, en fait, tu fais que apprendre des choses qui changent en permanence, et du coup, tu n'arrives pas à mémoriser la bonne information. Tu vois. Si tu essaies de mémoriser une information, mais qui change en permanence, tu mémorises rien, ou tu mémorises plein de choses inexactes. Et du coup, vu qu'en guitare électrique, il n'y a pas vraiment de partition officielle. Et je pense que toi comme moi, on a pu voir, moi j'ai pas mal de songbooks, par exemple de Metallica, des songbooks officiels, qui sont blindés d'erreurs. Des erreurs de notation au niveau, tu vois, qui te mettent des trucs absurdes qu'un guitariste... Alors là, je rebondirai parce que je suppose, je vais te dire, je pense que c'est pour des problèmes de... je suppose que c'est pour des problèmes de droit. Ah oui, des fois, qu'il y a des erreurs, parce que j'en ai parlé donc comme je te disais, j'ai eu la chance même dans des songbooks officiels, ça me paraît étonnant, tu vois. Je pense qu'il y a des vices de, enfin, je veux pas dire de bêtises, je suis pas un spécialiste du copyright ou quoi que ce soit, mais j'ai souvent noté, parce que j'ai eu la chance de travailler en fait, j'ai donné des cours dans un très grand magasin de musique, donc qui s'appelait Argence Musique, donc voilà, qui n'existe plus aujourd'hui, C'était situé où ? À Toulon. À Toulon. Enfin, à La Valette. La Valette, c'est une petite ville qui est à côté de Toulon, mais ça fait partie de l'agglomération toulonnaise, on va dire. Et j'étais extrêmement
consommateur de partitions. Enfin, j'adorais quand il y avait pas un élève n'était pas là, je descendais, je lisais des partitions, de tout, hein, de piano. D'ailleurs, j'ai beaucoup de partitions chez moi, et il m'arrive très souvent de lire les partitions de piano en écoutant les œuvres. Pour analyser les harmonies, les conduites de voix, les contrepoints, le thème, comment harmoniser le thème, enfin bon bref, etc. Donc j'étais un gros consommateur de partitions, et c'est vrai que dans les partitions de guitare, je m'étais posé cette question, je me dis mais c'est pas possible, les mecs, ils envoient des partitions officielles avec des erreurs de doigté ou des trucs aberrants. Genre des doigtés aberrants ou je te donne l'exemple, par exemple, au lieu de marquer sol majeur 7, les gars ils écrivaient si mineur basse de sol. Enfin bref, c'est pas pour entrer dans les détails techniques, mais des trucs comme ça, et je me demande des fois si c'est pas à cause des problèmes de droit, voilà. Qu'il y a des erreurs, parce que tu sais que tu as le droit de copier, je crois, enfin je ne sais pas, je connais pas le texte de loi exact, mais je crois que tu as le droit de copier des mélodies de 7 mesures ou 7 mesures identiques, mais la 7e il faut que tu changes si tu veux pas être emmerdé niveau droit, ou comme par exemple, tu vas me rejoindre j'imagine là-dessus, mais des gars qui écrivent en fait le rythme d'une mesure avec plein de liaisons, de noirs pointés, de croches pointées, au lieu de mettre des louis. Tu pourrais le simplifier. Voilà, tu pourrais le simplifier en divisant vraiment les temps par 4 avec un impact et tout, au lieu de mettre 50 croches de pointées, ou des croches comme ça qui sont toutes seules en plein milieu de la partition et qui sont liées à rien du tout. Voilà. Donc après, je me demande. Par contre, là-dessus, je me permets juste de faire une petite précision. Je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, il faut savoir que ça, dans certains milieux, par exemple dans la musique contemporaine, c'est quelque chose qui parfois est voulu, de complexifier de manière extrême la notation, alors que ça pourrait être écrit de manière plus simple. Et le compositeur fait ça volontairement pour mettre l'interprète dans un mindset de difficulté. Parce que si tu lui écris, genre, par exemple, juste des rondes liées ou des trucs comme ça, pour lui, c'est un truc facile. Il va pas mettre la même implication d'interprétation dans juste des rondes qui sont liées que dans une notation complètement absurde qui serait exactement la même chose. Oui, non, mais là, je suis d'accord, mais là, je parle pas des préludes pour piano de Boulez ou de, tu vois. Même Beethoven a fait ça, par exemple, l'impact d'écrire une musique où tu écris tout en triple croche, avec un tempo lent, par exemple, ça va être plus pénible à lire quand c'est des triples croches que quand, par exemple, c'est juste des croches avec un tempo plus rapide. Et du coup, même Beethoven a fait ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est dans la musique contemporaine. Mais alors là, c'était juste un aparté. Hein, non, mais je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que ce que je vais dire, c'est très bête. Mais je pense que quand tu joues des triples croches à 60, des doubles croches à 120, ou des croches à 240, ce n'est pas pareil. Oui. Pourtant, c'est la même valeur, c'est les mêmes temps, etc. Mais effectivement, je pense que c'est pas pareil au niveau du temps. Au niveau du temps, au niveau du placement, au niveau du placement, au niveau du groove. Déjà, la pulsation n'est pas la même. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ça change tout. Voilà, je pense que c'est aussi voulu pour une question d'interprétation, des fois. Oui. Voilà. Bon, après, ça encore, ça pourrait être un vaste sujet. Mais encore une fois, je n'ai pas de formation classique, donc je tiens à le dire aux auditeurs. Ce que j'avance là, c'est ce que j'ai partagé avec des gens que j'ai rencontrés, ou des pianistes, ou des gens puisque j'ai des très bons amis à moi qui ont fait le conservatoire de Paris supérieur, en jazz et en classique, les deux. Et donc voilà, après moi j'ai appris ce genre de choses, je l'ai appris sur le tas, mais c'est vrai que voilà, enfin on est d'accord que effectivement tu peux avoir l'esprit contemporain où les mecs, bon il faut le dire ce qui est, parce que j'ai des amis qui ont côtoyé les gens qui travaillaient à l'Intercontemporain de Paris, qui a été créé pour ceux qui ne savent pas par Pierre Boulez, qui est le principal acteur de la musique contemporaine du 20e, hein, il faut aussi le dire quand même, c'est un des plus connus, hein. Oui. Boulez, qui est français, hein, qui est décédé je crois en 2017. Il est né en, il y a pas longtemps, oui. Il est né en 1925. C'est pas mon point fort, les dates, je t'avoue. Il est né en 1925 et je crois qu'il est décédé en 2000, non pas en 2017. Oui, non, 25 et il est décédé en 2016. En 2016, voilà. Donc bon, c'est pas, c'est la musique qui est, en fait c'est une personne extrêmement brillante. Oui, pas forcément toujours très commode, mais effectivement très brillante, très bon chef d'orchestre. Mais en même temps, je me dis, alors
pas commode, ça c'est à double tranchant, ça dépend, je pense, avec qui. Parce que je me suis intéressé au personnage. Mais en tout cas, quand tu fais ce style de musique, si tu veux pas être pris pour un bouffon, t'as intérêt à avoir une grosse paire en même temps et le montrer, tu vois. Sinon, de suite, tu te fais bouffer, quoi, parce que je sais pas, écouter par curiosité, aller écouter le Marteau 100 mètres de Boulez, par exemple, ou les préludes, les œuvres de jeunesse. Donc, je crois qu'il avait une vingtaine d'années, les préludes pour piano. Il y a les partitions sur YouTube qui défilent en même temps. Les préludes pour piano de Pierre Boulez. Si t'as pas une grosse, voilà, comme je disais, si t'as pas une grosse paire entre les jambes et que tu le montres pas, et que tu le revendiques pas, c'est fini. Tu finis. C'est fini pour toi, quoi. Donc. C'est clair. Voilà, enfin après, ces mecs-là se complexifient la vie et puis ils sont dans un mindset qui est vachement différent. Ça, c'est vrai. Oui. Pour ce qui est de Beethoven, après, je pense que c'est plus une question de groove, d'interprétation. Voilà. Je pense, oui. Voilà. Et du coup, pour revenir sur cette question des doigtés, tu vois, ce qui est important aussi à savoir, c'est que c'est jamais vraiment figé un doigté. Moi, je le vois pour justement, comme je disais tout à l'heure, retranscrire pas mal de partitions, donc de groupes. Un doigté que je vais noter dans ma partition. Si je reprends mon fichier, des fois même un mois après ou des fois plus tard, un an après, je me dis mais qu'est-ce que tu as écrit comme doigté ? C'est complètement con. Et aujourd'hui, je le ferai complètement différemment. Et en fait, ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que les doigtés, ils évoluent aussi avec notre pratique. Un doigté qu'on ferait quand on est jeune, ce serait peut-être pas forcément le même qu'on ferait 20 ans après. Parce qu'on a plus d'expérience, parce qu'on cherche, comme tu disais tout à l'heure, on cherche un son différent. Je rebondis sur quand tu avais évoqué l'histoire du tapping et l'histoire des écartements. Voilà, pour tout un tas de raisons, on peut être amené à complètement changer ses doigtés de main droite et de main gauche. Mais en tout cas, moi, si j'avais un conseil à donner aux guitaristes qui veulent justement pratiquer de manière efficace, c'est vraiment de penser beaucoup plus au doigté, parce qu'il y en a beaucoup trop qui ignorent ça, ou alors qui se concentrent trop sur la main gauche, et la main droite, c'est bon, on fait un peu au pif, on fait un peu un mélange d'aller-retour, d'aller simple, de retour simple, on fait un peu comme on veut, et en fait ça crée plein de soucis de technique, qui des fois pourraient être juste résolus en ayant pensé à l'avance à quel doigté on fait, et on s'y tient. Et après, même si à la limite le doigté qu'on a choisi sur le moment, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus optimal et qu'il est difficile à jouer, au moins si on s'y tient et qu'on l'apprend, après on peut être amené à avoir une analyse sur son jeu et se dire ah ouais mais ça bon c'est quand même difficile, alors qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer plus, et après on va trouver une autre façon de faire. Mais au moins on peut analyser, que si on fait n'importe quoi tout le temps, on peut rien analyser parce qu'on n'a jamais quelque chose de fiable à analyser, tu vois. Ah oui, tout à fait. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et le fait que toi, tu parles du doigté de main droite, puisque bon, c'est vrai que bon, moi j'en parlais aussi, puisque bon, j'utilise, en fait, je mélange un peu tout, moi. Voilà, j'ai pas vraiment de technique de prédilection. C'est vrai que je joue beaucoup, même, enfin, en sweep picking, donc voilà, pour ceux qui, c'est la technique qui vient de Franck Gambale, parce que je suis très fan de Franck Gambale aussi. Pour ceux qui connaissent pas, on appelle ça aussi directional picking, economy picking. Bon, il y a plein de termes qui veulent dire la même chose. La même chose, exactement. L'hybrid picking aussi. Bon, c'est vrai que voilà, et le fait que Cyril parle beaucoup des doigtés de main droite, c'est aussi parce que dans le classique, la guitare classique, le doigté de main droite est aussi, tu as plusieurs possibilités. Et tu en as qui jouent 3 doigts, donc annulaire, majeur, index. Tu en as qui jouent en alternant index majeur, tu en as qui jouent en alternant index annulaire, pouce index ou index annulaire, puisque ils ont la même longueur en fait, les deux pratiquement. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus rare, mais ça peut exister dans certains cas. Voilà, il y en a qui jouent avec les 5 doigts, il y en a qui jouent voilà, en comme flamenco par exemple, on utilise le petit doigt en flamenco. Voilà. D'ailleurs, t'as posté hier un riff un peu flamenco, un peu qui utilisait ce genre de technique avec du typing et tout ça, du rake, tout ça, c'était vachement intéressant. Donc le truc, c'est que voilà, et après il y a un truc aussi, c'est qu'il faut aussi alors là on parle beaucoup d'aspects techniques et d'aspects de discipline, on est d'accord. Moi je suis pour aussi vas-y joue quoi, et on faut pas se paralyser non plus, voilà, avec la suranalyse. Voilà, moi je suis partisan pour en fait pratiquer. On va dire que ce que je dis aux élèves aussi, et ce que je prends pour moi, c'est j'ai 1 heure pour faire de la musique, admettons. T'as 1 heure pour faire de la musique, tu pratiques 20 minutes et tu joues 40 minutes. Quand tu pratiques,
tu éteins tout. Mode avion pour le téléphone, tu fermes Netflix, tu fermes toutes tes distractions et tu pratiques de façon hyper focalisée. Et après, tu joues. Voilà, tu joues, tu te fais plaisir, tu joues de la musique. Tu pratiques 20 minutes et tu joues de la musique. Donc, je te rejoins là-dessus. C'est quelque chose que je conseille souvent. C'est souvent de garder en fin de séance, de se garder un moment, j'appelle le moment plaisir. C'est-à-dire, c'est le moment où tu joues ce que tu veux. Même un truc qui est 10 fois trop facile pour toi, on s'en fout. Tu joues un plan de Nirvana qui t'éclate. Tu joues un truc que tu sais jouer, qui te demande aucune difficulté, mais qui en fait va permettre de venir. Voilà, ça va permettre de venir des fois dédramatiser. Parce qu'on a tous eu. Moi, j'ai eu des séances comme ça de travail, même encore aujourd'hui. J'avais partagé avec mes abonnés. Il y a un mois, un jour, j'avais joué et c'était une des journées les pires de ma vie en termes de jeu de guitare. J'ai joué comme une buse, j'avais l'impression de jouer depuis 3 semaines de la guitare. Il n'y a rien qui passait, c'était vraiment une journée de merde. Et le lendemain, nickel, tu vois, tout bien. Et du coup, ça permet le fait de ménager en fin de séance un aspect plaisir où tu joues ce que tu veux et même si tu fais des erreurs, même si c'est pas parfait, tu t'en fous. Le principe, c'est de t'amuser avec ton instrument parce que c'est quand même à la base, on apprend la guitare pour le plaisir. Ça permet de dédramatiser si dans la séance il y a eu un moment difficile, un truc que tu n'arrivais pas à faire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de terminer une séance de pratique sur un sentiment négatif. Parce que du coup, ce sentiment négatif, tu le gardes ça crée une frustration. Et après, ça va diminuer la motivation pour faire la séance de la prochaine fois. Parce qu'après, tu dis, la dernière fois, c'était chiant. Peut-être là, je vais plutôt me mater un film et puis on verra plus tard pour la guitare. Alors que si tu restes sur une note positive, tu as l'envie de t'y remettre. Même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu des problèmes. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, quoi. Donc je trouve que c'est bien de finir le podcast de la pratique là-dessus, c'est-à-dire que effectivement il y a plein de façons, donc là on a énuméré, je crois qu'on pourra en parler pendant 100 heures, puisque de toute façon... je pense qu'on en refera d'autres, de podcasts sur la pratique. Voilà, c'est ça, et peut-être même de la pratique ciblée, c'est-à-dire comment travailler telle ou telle chose, telle technique ou tel truc, parce que du coup le fait même, moi je trouve que c'est super intéressant d'entendre, de savoir comment les gens pratiquent, et quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose qui m'a très intéressé chez les gars que j'écoutais. C'est comment ils pratiquent. D'ailleurs, quand j'ai fait des masterclass, c'est ce que je leur ai demandé. Voilà. Donc les premières choses que je leur demandais, c'était ça. C'était qu'est-ce que tu pratiques, qu'est-ce que tu c'est comment tu pratiques, comment tu as travaillé, comment est-ce que tu relèves, est-ce que tu et même quand je rencontre d'autres icos qui sont professionnels ou quoi, je leur demande je leur demande toujours ça. Donc il faut pas oublier un truc, c'est que c'est un moyen, la pratique, c'est un moyen, pas une fin, c'est un moyen pour s'éclater à faire de la musique et pour prendre du plaisir. Et que il faut pas que ça vous sclérose. Quand je dis vous, je parle pour moi aussi, parce que des fois il y a des trucs où tu te dis non mais attends, là il faut que je passe ça parce que c'est pas possible, ou t'as une frustration qui se crée. Donc c'est bien parce qu'en fait tu te challenges pour arriver à faire les choses mieux. Puis au final après il faut recadrer les choses. Les autres, moi je prends souvent comme exemple, vous savez qui je vais citer, mais quand allez, par exemple à chaque podcast on y a droit. Non mais en fait c'est simplement que le gars, t'as vu la vidéo que j'ai partagée dernièrement là, tu te dis mais comment on fait pour atteindre un niveau pareil, quoi. Et les gens en fait se rendent pas compte, parce que c'est vrai que la musique est complexe. Mais tu vois ça, tu te dis putain, je vais pratiquer. D'ailleurs j'ai passé des heures à relever des plans de cette vidéo là, et encore une fois je suis pas lui, donc lui il y a toute une démarche. Encore une fois, il faut penser que les gars ils ont une démarche, etc., et que pour tout le monde c'est pareil, et que pratiquer, ça va vous apprendre à pratiquer aussi. Et que après, comme on le disait tout à l'heure, je préfère pratiquer ciblé 1 heure sur un truc ultra focus, plutôt que de comment dirais-je, de pratiquer 8 heures en regardant Netflix. Voilà. Voilà. Donc moi je conseillerais ça aux gens pour la pratique. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, faites de la musique, quoi. Il faut le fait de faire de la musique et s'éclater à faire de la musique, c'est aussi une pratique, puisque ça t'apprend à jouer, quoi. Enfin il faut quand même recadrer les choses, quoi.
Mais c'est aussi le dernier conseil que je donnerais aussi, c'est justement ça, lié par exemple à ce que tu disais, préférer travailler 1 heure focalisée que 8 heures où tu te disperses un peu. C'est ce que j'ai partagé aussi à mes abonnés pas plus tard que cette semaine, où je disais que le temps est moins important que la qualité du travail. C'est-à-dire il vaut mieux faire 20 minutes de travail d'une qualité proche de la perfection que faire 8 heures d'un travail très approximatif. Du coup, il y a beaucoup trop de guitaristes qui sont focalisés sur le fait il faut jouer 8 heures par jour pour devenir un super guitariste, pour devenir un virtuose. C'est faux. Sinon, je te dirais, j'ai envie de te dire, c'est en partie vrai et c'est pas faux. Parce qu'en vérité, après, je te donne l'exemple. Admettons. Je dis pas que c'est pas important le temps. Je dis que c'est moins important en tout cas que la qualité du travail que si tu veux déchirer, admettons, quand je dis déchirer, c'est vraiment pour faire la traduction en français de shredder, quoi, de shred. T'es obligé de répéter des milliers de fois le même truc. Ah oui, on est d'accord. T'es obligé de répéter, par exemple, là je travaille le Caprice 16 pour l'analyser, en faire une transcription, etc. Il faudrait que tu me montres moi, c'est parce que je suis en train de le retranscrire aussi. Enfin, j'ai commencé il y a quelques mois et j'ai un peu abandonné la transcription en cours de route. J'ai changé 15 fois mes doigtés. Il faudra qu'on en cause. Alors, je l'ai pratiqué. En fait, ce que je vais dire, c'est honteux. Je l'ai pratiqué plusieurs fois dans ma vie, donc notamment quand j'étais adolescent, après truc. Et il y a quelques mois, je l'avais travaillé et je m'entraînais à le jouer pour qu'il fasse moins d'1 minute pour pouvoir le foutre sur Instagram. Donc c'est très, c'est très honteux. C'est très honteux, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour jouer une pièce de ce type-là, extrêmement vite comme lui l'a joué avec fougue, si tu la travailles pas plusieurs heures par jour pendant X semaines, tu ne peux pas. Simplement. Non, mais c'est évident. Voilà. Donc après, il y a, comme on vous le disait, il y a la pratique, comme on le disait, qu'on se le disait aussi, puisque le podcast nous sert à nous aussi, puisque c'est un échange. Il y a dans la pratique de la guitare, il y a plusieurs degrés selon l'endroit où on se trouve, selon ce qu'on veut atteindre comme objectif, etc. Parce que tout le monde ne veut pas devenir un shredder. Voilà, c'est ça. Et puis tout le monde n'a pas. Par exemple, tu peux très bien tomber sur des gens que tu peux coacher sur Internet ou qui achètent des formations, ou qui prennent des cours en présentiel. Qui eux ont pas eux qui veulent se faire plaisir. Auquel cas, voilà, donc il faut quand même adapter le discours et adapter ce qu'on dit à tous les cas en fait, en vérité. Oui. Voilà. Oui. Donc, écoutez, sur ce, j'ai pas fait d'appel à l'action, j'ai oublié, j'aurais dû me le rappeler, ce truc. Vous savez qu'on a démarré ce podcast il y a pas longtemps, donc on a besoin de vous. On a besoin de vous. Voilà, on a besoin de vous pour nous mettre des étoiles sur iTunes, par exemple, et je ne sais pas comment ça se passe sur les autres plateformes pour l'instant non plus. Donc, pour que vous mettiez des commentaires, que vous nous souteniez, voilà, en mettant des commentaires. Le podcast. Voilà, c'est ça, en venant liker la page Facebook, parce que t'as vu qu'on a une page Facebook, Cyril. Je m'en suis pas encore très occupé, mais en tout cas, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook et activer les notifications pour savoir quand est-ce qu'on poste un nouveau podcast. Et sur ce, voilà, vous avez tous nos liens dans la description vers nos sites respectifs et nos chaînes YouTube, voilà. Et puis de toute façon, vous nous retrouvez partout sur les réseaux sociaux. Cyril, sur ce, je vais te dire à bientôt. D'accord. À bientôt également. Écoute, et puis je vous remercie, je tiens à remercier les auditeurs qui sont restés une heure en notre écouté patiemment. Voilà, 1 heure avec nous et n'hésitez pas encore une fois à nous mettre des étoiles iTunes, 5 ça serait génial, et un commentaire pour nous faire des suggestions sur des sujets. Suggestions d'idées de sujets qui vous intéressent, allez-y. Voilà, c'est le top. Bon sur ce, bye bye. Bye, à bientôt. Ciao.